Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre webinaire qui est devenu maintenant une habitude. Alors pour aujourd'hui, nous avons choisi le thème, un thème qui est toujours d'actualité concernant les indications de la supplémentation en LH dans les stimulations ovariennes. Et ce sujet va être traité par le docteur Rebecca Begueria, que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation pour traiter ce sujet. Alors, docteur Rebecca, elle est experte et consultante en médecine de la reproduction. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine à travers ses passages aussi bien à Madrid chez Evi qu'à Barcelone et aussi à l'hôpital Cochin de Paris. Donc, nous la remercions vivement d'avoir accepté cette invitation et de nous faire part de son expérience sur le sujet. Nous remercions aussi les laboratoires Merck d'avoir sponsorisé ce webinaire et aussi, je remercie mon ami de toujours, c'est le docteur Mohamed Khrouf, avec qui j'ai le plaisir donc de modérer ce webinaire. Et sans tarder, je vais passer la vidéo des laboratoires Merck avant de donner la parole au docteur Mohamed Khrouf pour donc modérer le sujet. Bonsoir tout le monde, heureux d'avoir autant de participants avec nous et surtout, je suis très heureux d'avoir ma collègue Dr Rebecca qui est avec nous pour parler d'un sujet qui dans le quotidien, pratiquement c'est la première question qu'on se pose une fois on a indiqué la fécondation in vitro et qu'on pense au choix du protocole. Eh bien, tout de suite quand on pense aux gonadotrophines, mais est-ce que je suis face à un cas où il faut que je rajoute de la LH? Et je pense, même je suis sûr que vous allez nous éclairer et aider tous les collègues qui vous suivent à travers la Tunisie, mais aussi l'Algérie, Maroc et aussi beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne à élucider cette question. Donc, à vous la parole et voilà, on vous écoute. Merci beaucoup à tous pour cette invitation. Je suis heureuse d'être ici avec vous. Et bon, les sujets de ma présentation, comme vous avez dit, fait référence à les supplémentations de l'âge pendant les stimulations ovariennes. Donc, d'abord, je veux remarquer, pour exprimer bien, quelles sont les fonctions de l'ALH chez la femme. C'est une hormone très importante. Elle est responsable de le développement folliculaire optimal, de la sélection et maturation folliculaire, de l'induction à l'ovulation, de terminer la première étape de la méiose avec l'extrusion du corpuscule polaire, de la lutéinisation précoce et production de progestérone et aussi de l'estéroïdogénèse ovarienne. Donc, c'est une hormone très importante et pour remarquer cette importance, je vous propose un premier cas clinique. Cet cas clinique consiste en une patiente de 32 ans et sans antécédents médicaux particuliers. C'est une femme très perfectionniste qui pratique beaucoup de sport, s'entraîne 3 heures par jour en athlétisme. Elle a des périodes d'aménorrhée, certains mois, même 3-4 mois consécutifs sans règles. Donc, actuellement, pour des raisons personnelles, elle ne peut pas prendre la décision d'avoir des enfants, mais elle souhaite vitrifier ses ovules. Donc, les premières questions que je vous pose pour réfléchir est quel est, selon vous, le diagnostic de base de cette patiente? Et après, quel est le protocole de stimulation que vous pensez que peut être le meilleur pour cette patiente?
Donc, d'abord, je pose la question. Je ne sais pas si vous voulez qu'il y ait un peu d'interaction avec les personnes. Absolument, Rebecca, oui, oui, Ouais. absolument. Et dans la rubrique Q&R, on invite tout le monde à répondre, comme ce qu'on a l'habitude de faire dans nos webinaires. Et Rebecca, si vous pouvez avoir la gentillesse de remettre la plaque d'avant pour rappeler le cas à tout le monde et avoir un début de réponse. Donc voilà. Ouais. Donc, c'est une aménorrhée et elle souhaite faire vitrifier ses ovules et on demande aux participants à quoi ils pensent. Alors, on a une première réponse de notre ami Sislahaddin Kerfa qui parle d'un hypogonadisme hypogonadotrope. Et pareil, une autre collègue, Dr Beberski, qui parle d'une aménorrhée hypothalamique, FSH et LH. Ouais. Et beaucoup de personnes qui disent cause centrale. Mais peut-être qu'il faut préciser plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Rebecca? Oui, donc ça consiste en aménorrhée hypothalamique hypophysaire. Les plus probables secondaires à les situations de stress de cette femme. C'est une situation fréquente à la consultation aujourd'hui. Les patients qui sont perfectionnistes, que le niveau de stress, de cortisol qu'elle a est très élevé. Et normalement, cette situation de stress fait que la femme n'a pas de production de FSH et LH. Donc, c'est une aménorrhée hypothalamique hypophysaire. Voilà. Et par rapport à les stimulations ovariennes, je vous propose à penser par rapport à les protocoles, parce que, bien sûr, vous pouvez voir ici qu'est-ce qu'il passe si nous faisons une stimulation seulement avec FSH recombinant. Vous voyez que cette hormone, le LH, est essentielle pour la femme. Donc, si cette femme n'a pas un minimum niveau de LH chez elle, il faut l'ajouter. Parce que si nous faisons un protocole seulement avec FSH recombinant, il y a des évolutions folliculaires, les follicules grossissent, mais les niveaux d'estradiol, les taux de fécondation et les niveaux de progestérone, ce n'est pas suffisant. Donc, à le moment qu'on ajoute estradiol pendant les stimulations, on peut voir qu'on monte le niveau d'estradiol, mais les taux de fertilisation et les niveaux de progestérone, ce n'est pas suffisant non plus. Donc, c'est très important de voir que pour avoir un cycle, une stimulation correcte, est nécessaire qu'il y ait un certain niveau de LH. Et à le moment qu'on ajoute à les stimulations les LH recombinants, nous avons une correcte évolution de les follicules et aussi de tous les niveaux sanguins d'hormones, d'estradiol et de progestérone, et aussi un taux de fertilisation correcte. Donc, ce cas clinique, même si ce n'est pas le sujet de cette présentation, c'est un cas clinique pour voir que réellement l'hormone LH, c'est essentiel pendant la stéroïdogénèse. Et c'est pour ça que j'ai mis cette cas pour voir que réellement la femme doit avoir un niveau minimum de LH. Donc, le sujet de ma présentation surtout aujourd'hui est parler de cette sous-population où la LH peut être bénéficieuse. La réserve ovarienne faible, les groupes de patientes où la réserve ovarienne est faible, et dans ce groupe de patients, on peut classifier, vous connaissez bien les critères, les classifications Poseidon. Et d'un autre côté, l'autre groupe important où la LH peut être bénéficieuse est les groupes de patients avec un âge maternel avancé. Les premières situations, tous les patients avec les réserves ovariennes faibles, vous voyez ici les 4 groupes Poseidon.
vous connaissez bien qu'avec les critères Poseidon, on a un peu plus la patiente plus spécifiée dans un groupe précis et on peut évaluer strictement les situations de la patiente. Donc, vous voyez ici le deuxième cas clinique. C'est une patiente de 36 ans. Elle a un antimüllérien de 0,9. On rencontre des follicules en trop de 5. Monsieur, il a une normosospermie et ils ont une infertilité secondaire de 2 ans d'évolution. Ils ont une fille de 6 ans en bonne santé. Cette fille a été en grossesse spontanée. Et avant de cette fille, ils ont eu une fausse couche de 5 semaines. Et après cette fille, en novembre 2020, ils ont eu une autre fausse couche de 6 semaines. Donc, ils ont fait un traitement à notre centre, pas avec nous. Je travaille dans les groupes Quirónsalud à Barcelone, donc ce n'est pas avec nous. Et dans l'autre centre, ils ont fait une stimulation avec 300 unités de faisage recombinant avec un protocole d'inhibition hypophysaire antagoniste. Ils ont récupéré 5 ovocytes matures, 3 embryons sont fécondés et il n'y a pas de blastocystes, donc il n'y a pas de transfert. En cet centre clinique, ils ont recommandé de passer à l'ovodonation, mais les patientes ne l'acceptent pas. Donc, ils sont venus chez nous pour voir des options qu'il y a. La première question que je vous propose est si vous proposez un autre cycle de stimulation ou si vous proposez directement changer à faire un don d'ovocytes. Ça, c'est ma première question. On va demander à l'assistance de répondre, mais vous avez... Nous, c'est clair. Hein. On ne pourra pas proposer un don d'ovocytes. Non. Pour nous, c'est clair. Les collègues, en Afrique de l'Ouest, il y a certains pays qui offrent ça. Mais ouais. En Afrique du Nord, c'est vrai qu'on n'a pas cette possibilité principalement. Je sais. Disons imaginons que nous sommes votre collègue et que nous travaillons de bureau exactement. Voilà. Je sais que vous avez cette situation, mais bon, c'est un cas réel, c'est pour ça que Non, c'est vrai. Et je sais que pour vous, directement, ce n'est pas possible, mais pour nous, en cette situation, nous, ce n'est pas possible non plus. Pour présenter un peu, parlons juste de la science. Est-ce que les collègues, vous auriez proposé cette patiente pour un don? À la limite, elle pourrait même partir en Espagne. Ou c'est une patiente chez qui on pourrait changer un protocole de FIV? En gros, est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux que ce qui a été fait? C'est ça la question, je pense. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, on vous laisse répondre dans la rubrique Q&R. Alors, si Khaled, est-ce qu'on a des réponses? Non, à part une consoeur algérienne qui a répondu que même chez eux aussi en Algérie, mais ça, on le sait, qu'ils n'en font pas le don aussi. En rubrique Q&R, Dr Berik répond qu'un nouveau protocole avec de la LHR. Bon, je pense que c'est la bonne réponse. C'est le sujet du jour. Ouais. Nouveau protocole, oui. Voilà. Et au Maroc aussi, on dit qu'on n'a pas de don, mais si on imagine que même si on avait le don d'ovocytes, eh bien, on proposerait quand même un nouveau protocole. Exact. Voilà. Donc, je pense que l'assistance souhaite un nouveau protocole de Rebecca. Ouais. Oui, d'autant plus que la femme est quand même à 36 ans et que la AMH, elle est quand même limite, elle est acceptable, elle est à 0,9. Et bon, donc c'est clair là qu'on ne va pas proposer un don chez cette femme-là. Il vaut mieux essayer autre chose. Exactement. Et les gens, donc je crois qu'il faut les proposer un autre protocole. Et nous avons proposé un autre protocole avec LH. Bien sûr, on a ajouté LH. Nous avons fait une autre stimulation avec un protocole d'inhibition hypophysaire avec antagoniste. Et nous avons stimulé avec 300 unités de pergoveris pendant 10 jours. Les hormones, les jours de le déclenchement, vous voyez ici le niveau d'estradiol 1125 picogrammes millilitres et la progestérone 0,81. On a récupéré 6 oocytes.
les oocytes sont matures. Il y a 5 embryons fécondés et finalement, nous avons obtenu du blasto, bébé, BC, que par décision de la patiente, parce que ce n'est pas nous, réellement, nous évitons de faire les transferts des 2 embryons. Elle a pris la décision de faire les transferts des 2, un double transfert. Et finalement, elle a tombé enceinte. Elle est enceinte maintenant de 14 semaines. Et jusqu'à le moment, la grossesse est évolutive et tout va bien. Donc, nous sommes très contents de ce cas clinique. Et ici, je vous explique un peu la bibliographie par rapport à ces sujets. Donc, vous voyez, les premières études que je vous propose, c'est cette méta-analyse de les groupes de Philippe Lerert de 2014. Cette groupe, ils ont analysé, c'est en méta-analyse, ils ont analysé 45 études avec presque 6500 patientes. Toutes les études sont prospectives, randomisées. Les femmes sont âgées entre 18 et 45 ans et l'inhibition hypophysaire pour tous les articles inclus dans les méta-analyses a été avec des agonistes de la GnRH. Donc, vous voyez ici tous les études inclus dans les méta-analyses. Sur les couleurs gris, vous voyez les études où il y a une évaluation des patients en réserve ovarienne faible. Et on a comparé 2 groupes, les groupes avec FSH recombinant seulement et les groupes avec FSH plus LH. Ils ont vu que le nombre d'oocytes est significativement plus élevé dans les groupes de faibles répondeuses, donc dans les groupes de couleur gris, traités avec LH. Donc, il y a presque un oocyte plus qu'on a traité avec LH. Sur les mêmes méta-analyses, ils ont analysé les taux de grossesse et il y a 14 études avec cette évaluation avec les patients dans les groupes de réserve ovarienne faible. Ils ont trouvé un taux de grossesse plus élevé dans les groupes de faibles répondeuses traités par FSH plus LH. Donc, en résultat, cette étude a montré qu'il n'y a pas de différence dans le nombre d'oocytes obtenus dans les groupes de traitement en général, mais si on voit les patients de réserve ovarienne faible, le nombre d'oocytes est significativement plus élevé et le taux de grossesse est significativement plus élevé aussi. La limitation de cette étude, c'est que cette méta-analyse a été faite avant de l'application des critères de Bologne. Donc, les critères de réserve ovarienne faible a été fait pour chaque auteur de chaque article. Et ici, pour avoir des limitations de subjectivité, parce que les critères d'inclusion de les patients, ce n'est pas très strict. Donc, c'est pour ça que si on est tout avec cette limitation, il faut les tenir en compte. Mais après, je vous propose ici l'étude SPART. Cette étude a été très importante du groupe de professeur Omaïdan, vous connaissez bien. Et ils ont évalué comme objectif principal le nombre d'oocytes récupérés et comme objectif secondaire les grossesses biochimiques, les grossesses évolutives, les taux de naissance et le taux d'implantation. Ils ont comparé 2 groupes, les groupes avec Pergoveris, FSH plus LH, et les groupes avec Gonal, seulement FSH. D'abord, il n'y a pas de différence par rapport à le nombre d'oocytes obtenus. Il n'y a pas de différence par rapport à le taux de naissance non plus. Mais oui, on a vu une différence significative, très importante par rapport à les échecs de grossesse. Donc, dans les groupes avec LH, il y a une quantité inférieure de grossesse biochimique, fausse couche de premier trimestre et grossesse extra-utérine. Donc, c'est très important de voir qu'il y a un facteur de protection à le moment qu'on ajoute les LH recombinants.
Et ils ont pensé, ils ont réfléchi qu'il y a un bénéfice potentiel de l'ALH sur la qualité de l'ovocyte, sur la capacité de l'endomètre pour retenir la grossesse et surtout un rôle important par rapport à la fenêtre d'implantation pour améliorer les rôles et la communication entre l'embryon et l'endomètre. Sachez, je veux vous expliquer qu'ici à Barcelone aujourd'hui, dans les groupes de Sheus, il y a une étude randomisée très importante, l'étude PEL, qu'ils ont maintenant avec l'évaluation des deux groupes de traitement FSH versus FSH plus LH pour les patients qui sont dans les groupes Poséidon 2. Donc, cette étude, il faut atteindre les résultats parce que ce sera très important de voir qu'est-ce qu'il passe et si est-ce qu'il y a différence. Donc, je passe maintenant à le deuxième groupe de sous-population où l'LH peut avoir un bénéfice important. Ça, c'est les patientes avec un âge maternel. Oui. Si vous permettez, Rebecca. Oui, bien sûr. Il y a une remarque de la part d'un participant qui pose la question, faut-il ici proposer un protocole court? Est-ce que vous pratiquez le protocole court encore dans votre expérience? C'est-à-dire agoniste court. Agoniste court. Oui. Nous, aujourd'hui, je peux vous dire que les 90% de cycles, c'est avec antagoniste. Donc, j'ai déjà presque tous les patients sont avec les antagonistes. Nous avons évité totalement les risques d'hyperstimulation et c'est pour ça que les protocoles antagonistes, c'est tous les protocoles que nous utilisons aujourd'hui. C'est surtout pour ça, pour éviter les risques d'hyperstimulation. En fait, petit à petit, nous faisons beaucoup de cryotransferts parce que nous faisons aussi les DPI. Donc, presque tous les patients sont stimulés et l'inhibition hypophysaire est faite avec l'antagoniste. En tout cas, on rejoint votre attitude puisque même chez nous ici, on ne fait plus le protocole court et même dans les catégories de poséidons là que vous avez mentionnées, il y a quand même des études qui ont été faites elles ont montré que le protocole court, c'est le protocole qui donne le moins de résultats par rapport à l'antagoniste et par rapport à l'agoniste long, etc. Il y a une autre question, il y a une autre remarque aussi pour les pays qui n'ont pas de LH et de recombinante. Alors là, qu'est-ce qu'on préconise? On préconise bien entendu d'utiliser les produits qui ont une activité LH. Il y a des produits tels que d'autres produits qui contiennent bien sûr qui contiennent une activité LH qu'on peut utiliser. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Mohamed ou Rebecca, sur ce sujet-là, sur ces remarques? Moi j'aurais peut-être une question un peu, je ne dirais pas philosophique, mais un peu difficile. C'est que le Poséidon, finalement, Rebecca, c'est une classification a posteriori, c'est-à-dire chez des patients qui ont eu un cycle au moins où on a constaté, en tout cas pour les patients du groupe 1 et 2, on a constaté une hyporéponse, une réponse inattendue qui n'est pas bonne. Et c'est ça la frustration, c'est que finalement, il y a des patientes qui viennent, mais ils disent, mais alors pourquoi vous ne m'avez pas utilisé dès le départ de la LH pour éviter que je fasse une tentative qui est suboptimale? Et donc, la question qui est provocatrice, faut-il mettre tout le monde sous LH pour ne pas tomber dans le piège d'avoir des patientes qui vont être classées Poséidon 1 et 2? À mon avis, oui. En fait, la réserve ovarienne, toutes les études disent que par rapport à les groupes de patients avec des réserves ovariennes faibles, les LH
a un bénéfice. Donc, oui, je crois que le fait d'ajouter les LH, c'est vrai que peut-être il n'y aura pas de différence par rapport à la quantité d'oocytes qu'on peut récupérer, mais par rapport à la qualité embryonnaire et aussi, je vous expliquerai tout de suite par rapport à les niveaux de progestérone qui arrivent en 5, si on n'ajoute pas les lâches, oui, je suis plus tranquille si je mets dans les protocoles les LH. Vous croyez, vous, en les dosages des polymorphismes des récepteurs pour détecter les patientes qui ont besoin de LH? Ou est-ce que vous utilisez ça? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un en Espagne qui utilise de routine la détermination du polymorphisme des récepteurs pour savoir qui doit bénéficier? On ne l'utilise pas. Non, non. Et donc, c'est une constatation a posteriori. Après un cycle. Voilà. Après un cycle de stimulation, voilà. Donc, on détecte. Mais de toute façon, le problème se pose surtout pour le groupe 1, parce que le groupe 2, qui est âgé, quand même, les études montrent qu'il faut rajouter de la LH. Mais pour le groupe 1, oui. C'est le groupe 1 et 3 qui posent problème, posoïdon, pour rajouter ou non la LH. À vous la parole, hein, on va avancer en âge. On avance. Hein? OK. Donc, maintenant, on va parler de l'âge maternel avancé. Je vous propose ici un premier cas. C'est un couple avec une infertilité de 2 ans d'évolution. Elle a 42 ans. Elle a un bon réserve ovarienne pour 42 ans. Elle a 10 follicules en trop, un antimulérien de 1,9. Ici, il y a un oligospermie avec une concentration un peu plus faible, 12 millions, mobilité et forme normaux correcte. Ils ont fait un premier cycle de stimulation avec 300 unités de fessage recombinant. Inhibition avec antagoniste. Vous voyez que nous faisons tout avec antagoniste. Et les jours de le déclenchement, l'estradiol de cette patiente a été 3100 et la progestérone 2,2. Donc, on a récupéré 9 ovocytes, 7 matures. Ils ont fécondé 5 embryons. Finalement, un blasto bébé. Donc, la question que je vous pose est pourquoi la progestérone sanguine est élevée? Et bon, la deuxième, pensez-vous que c'est un cycle optimal pour faire les transferts frais? Alors, on va prendre les réponses des uns et des autres, mais il y a aussi d'autres questions pour vous, donc on va faire le tout ensemble. On va déjà commencer à répondre aux questions de Rebecca. Donc, pourquoi on a eu une ascension de la progestérone et faut-il, dans ce cas, faire un transfert frais chez cette patiente bien particulièrement et dans ce cas clinique? Donc, on attend vos réponses. Quelle aurait été votre attitude? Alors, on n'a pas encore de réponse. On n'a pas encore. Alors, il y a déjà des personnes qui se lancent. Oui, donc, voilà, docteur Hajar Ayed qui fait un freeze-all. Docteur Lydia qui fait aussi un freeze-all et qui fait un transfert différé. Beaucoup de freeze-all. Donc, beaucoup de personnes pensent que les chances sur un transfert frais ne sont pas optimales et que cette patiente aurait plus de chances à faire un freeze-all. Docteur Émile Octiamba aussi. Ben voilà, docteur Chine de Gebes. Donc voilà, tout le monde, unanimement de différents pays de la région, veulent que vous congelez, Rebecca. Est-ce que vous allez leur donner raison? Mais ils ne disent pas pourquoi la progestérone elle est élevée. Hein? Donc tout le monde s'est lancé sur l'attitude, mais personne n'a dit. Bon, c'est une bonne décision. Réellement, c'est la décision correcte. Et c'est très important d'évaluer la progestérone les jours de le déclenchement pour contrôler si on peut faire les transferts frais ou pas. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, je vous montre ici un peu. Bien sûr, on a vitrifié
Nous avons fait les vitrifications électives et les cryotransferts après. Et je vous explique ici les fonctions de l'FSH et l'LH sur les cellules de la granulose. Vous voyez que l'FSH a une activité sur les cellules de la granulose. Cette activité permet qu'il y ait une conversion de cholestérol à progestérone. Et après, cette progestérone, est-ce qu'il y a un correct niveau de l'EH et une correcte activité de l'LH sur les cellules de la tête, cette progestérone peut changer androgène et cet androgène peut changer à estrogène avec l'aromatase. Donc, il y a une évolution correcte. Toujours, il y a des progestérones qui passent à la 5, mais c'est un niveau correct. Au cas où il n'y a pas d'activité LH, il n'y a pas d'activité sur les cellules de la tête. Donc, cette situation fait que le niveau de progestérone ici augmente et passe directement à la 5. Donc, le niveau sanguin de progestérone augmente beaucoup. C'est pour ça que c'est très important qu'il y a un minimum de niveau de l'EH pour l'activation des cellules de la tête. Et ce niveau de progestérone élevé, c'est impliqué dans l'implantation embryonnaire. Il y a une répercussion directe sur l'endomètre. Donc, ici, je vous propose le travail de Ernesto Bosch, de ma collègue de IBI Valencia. Ils ont fait ce travail. C'est un travail où ils ont comparé deux groupes de patients de moins de 36 ans et patients de 36 à 39 ans. Et ils ont fait deux groupes, supplémentation avec LH ou non, dans un blocage hypophysaire avec des antagonistes. Vous voyez qu'ils ont obtenu un résultat clair par rapport à la progestérone. La progestérone est significativement plus élevée dans les groupes de FSH sans LH. Ils ont obtenu un numéro d'oocytes total similaire dans les deux groupes, mais c'est vrai que les numéros similaires, supérieurs dans les groupes de FSH, mais après, le numéro d'oocytes matures a été similaire. Donc, il n'y a pas de différence. Et le taux de fécondation a été supérieur dans les groupes âgés quand il y a la supplémentation de l'âge. L'implantation a été supérieure de manière significative dans les groupes plus âgés quand ils ont supplémenté avec LH. Donc, ils ont trouvé qu'il n'y a pas une amélioration pour les supplémentations de l'âge pour les femmes jeunes de moins de 35 ans, mais pour les groupes de 36 à 39 ans, il y a des avantages significatifs au niveau de taux d'implantation et aussi bénéfices cliniques par rapport à les taux de grossesse. L'explication qu'ils ont donnée, c'est l'amélioration de la qualité de l'ovocyte pour la supplémentation de cet LH et l'amélioration de la réceptivité de l'endomètre en raison de la diminution de les taux sanguins de progestérone à la fin de la stimulation. Donc, ça c'est les conclusions de toutes les révisions par rapport à les deux sous-populations. Les sous-populations de réserve ovarienne faible, Poséidon, et la sous-population de âge maternel avancé. La supplémentation de l'âge recombinant est une option raisonnable pour les patients avec une réponse ovarienne faible ou suboptimale. Chez les patients plus âgés, la supplémentation de LH recombinant peut être une meilleure par rapport à la qualité des oocytes. La supplémentation avec LH permet que le niveau de progestérone soit inférieur et il y a un bénéfice sur l'endomètre. Et la supplémentation avec LH
peut moduler les signaux entre la communication de l'endomètre et l'embryon. Donc voilà ici ma présentation jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Rebecca. Alors je pense qu'il y a des questions quand même qui ont été posées. Une des participantes demande est-ce qu'on peut obtenir les mêmes résultats quand on commence après une FSH simple, puis au bout de J5, J6, on rajoute la LH? Et je crois que ça dépend aussi des taux de FSH, les dosages de FSH qu'on donne d'abord. D'accord? Parce que même si c'est vrai que physiologiquement, l'LH est plus élevé ou est plus important dans les deuxièmes étapes de stimulation, je crois qu'il faut contrôler le niveau de progestérone à chaque contrôle pour éviter de faire les transferts frais si le progestérone est élevé. On a une autre question, c'est comment expliquez-vous que chez les femmes d'âge avancé qui ont d'habitude des LH de base plus élevés que les autres, qu'on soit obligé ou qu'il soit recommandé d'utiliser de la LH encore? Les LH physiologiques. Oui, ils disent que la LH de base, basal LH, elle est généralement plus élevée chez les patientes qui sont âgées. Alors, pourquoi leur rajouter encore plus de la LH? Bon, parce que les lâches physiologiques, c'est secondaire à une activité insuffisante sur l'ovaire. Mais ce n'est pas les lâches qui a l'activation sur les cellules de la tech. D'accord. Et docteur Delouiche de Bizerte, c'est au nord de Tunis, Bizerte, c'est une très belle ville, et qui nous pose la question, qui redit la question que j'ai posée. Pourquoi alors ne pas mettre de la LH pour tout le monde pour éviter les surprises d'une mauvaise réponse? Oui, ça c'est une bonne question. Je pense qu'aussi, il faut une bonne étude de coût-efficacité pour mesurer l'avantage de mettre beaucoup de LH. Si vous permettez, moi aussi, j'ai une question pour vous. Pour le premier cas de la patiente qui a l'aménorrhée hypothalamique hypophysaire et qui veut congeler ses ovocytes, comment vous allez la stimuler, avec quelle dose? Et pour le déclenchement, y a-t-il des précautions particulières? Oui, bien sûr. Ouais. Les dosages, ça dépend surtout de les poids, parce que normalement, ces patients sont des patients qui ont un poids bas. Donc, c'est important de contrôler bien le dosage pour éviter l'hyperstimulation. Parce qu'en fait, on ne peut pas déclencher avec l'agoniste de la GnRH parce qu'elle a une aménorrhée hypothalamique hypophysaire. Donc, les déclenchements, ce n'est pas correct. Si on le fait avec l'agoniste, il faut le déclencher avec l'axe CG. Donc, c'est ici très important et ce sont des cas cliniques compliqués parce qu'il faut jouer bien les dosages de stimulation et aussi sachant qu'il faut les déclencher avec l'axe CG. Donc, le risque d'hyperstimulation pour cette patiente est très, très élevé. Voilà, c'est sur ça que je voulais venir parce qu'il n'y a pas que la précaution d'ajouter de la LH durant la stimulation. Oui, il bien faut sûr. toujours se rappeler que l'on ne pourra pas les déclencher par agoniste, ces patientes-là. Exactement. Ouais. Khaled, est-ce qu'on a d'autres questions, docteur Mahmoud? Oui, il y a un cas, il y a un confrère qui a exposé un cas clinique avec une FSH élevée et une LH aussi élevée chez une femme de 34 ans et qui a une AMH pratiquement normale. Donc là, c'est un autre problème, c'est un problème de résistance ovarienne. Donc, euh, alors, comment vous pouvez répondre, Rebecca? Ici, c'est compliqué. Hein? Ouais. Les poids des patients, c'est ce qu'il y a un syndrome d'ovaire polykystique. Il y a toujours aussi un peu plus de résistance à la stimulation. Donc, je crois qu'il faut évaluer surtout les poids, les dosages de médicaments à mettre, hein, les dosages de stimulation. Et Augmenter la dose de FSH aussi. ouais, augmenter la dose. Ouais. Voilà.
Ouais, c'est des Et cas là, rares, hein, mais ça c'est un existe. problème de résistance, mais ça existe, bien sûr. Oui, ça C'est un existe. problème de résistance. Il ne Ouais, faut pas hésiter, je pense, à bien stimuler au départ pour pouvoir avoir le bon recrutement, hein, et une dose peut-être qui est plus élevée que ce qu'on a plus utilisé. élevé, ouais. Hmm. Est-ce qu'on Alors, a il y répondu à toutes a les questions? Oui, il y a Hedr Ayed qui a dit qu'on n'a pas répondu à sa question, mais est-ce que tu vois sa question? Docteur Ayed, si vous voulez la reposer, parce qu'avec le fil des... alors, je voulais, voilà. Alors, j'ai une patiente. Je pense que c'est ça sa question. C'est les FSH et LH élevés. C'est Et la ça. MH Ah, 1.9. donc, on vient de répondre à la question. Voilà, parfait. C'est super. OK. Docteur Mahmoud, est-ce qu'on a fini? Vous pensez qu'on a fini avec les questions? Oui, je pense qu'on a fini avec les questions. Je ne sais pas si tu vois d'autres questions. Moi, je n'en vois pas. Alors, si on ne voit pas, on va remercier d'abord tous les participants. Vous avez été plus que 120 à être parmi nous. ML qui apparaît comme par magie, qui assure toujours la logistique à des heures tardives et qu'on remercie beaucoup de Clinique La Rose. Merck de nous avoir sponsorisés. Docteur Rebecca qui a été avec nous avec son charmant accent espagnol, c'est comme si on était en Espagne. Et merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Je pense que ça a soulevé une belle discussion avec tous les collègues. Docteur Merci. Mahmoud, je vous laisse la parole pour clôturer le webinaire et annoncer Je remercie tous les participants. Je remercie toujours notre chargée de communication ML pour tout le travail qu'elle fait. Et je vous dis à tout le monde, à bientôt, j'espère. Merci Merci, beaucoup à allez, tous. au revoir. Merci. Au revoir. Merci.